Contre pour la mise en place du Sénat se poursuivent. Le ministre en charge des relations avec les institutions s'est entretenu aujourd'hui avec les différentes composantes de la société qui seront représentées au sein de la deuxième chambre. Et puis en Égypte, les anti-Morsi manifestent leur joie sur la place Tahrir après l'intronisation du nouveau président. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le ministre en charge des relations avec les institutions et des réformes politiques, Arsène Bougné-Sangye, a rencontré aujourd'hui les composantes sociales qui seront représentées au sein du Sénat. La réunion avait pour but d'informer les participants sur le processus et de recueillir leurs suggestions. Le reportage est de Peggy Ouedraogo. Au-delà de l'exercice de communication qu'elle a occasionné, la rencontre de ce jour s'est voulue un moment d'échange franc et direct entre le gouvernement et les composantes sociales devant être représentées au Sénat. Cet exercice est tout à fait le bienvenu. Nous sommes partie prenante à la mise en œuvre du Sénat, puisque nous avons participé à la réflexion dans le cadre du CCRP. Et le consensus a été trouvé là-bas sur le Sénat. Donc les musulmans ont besoin de savoir quelles sont les modalités pratiques de mise en œuvre et c'est ce qui nous a été donné ce matin. Nous sommes venus en information, ils nous ont donné les informations nécessaires. Bon, nous irons nous concerter pour pouvoir désigner qui appartiendra, qui pourra aller au Sénat. En tant que confession religieuse, nous sommes d'abord soumis à la loi. Et la loi actuellement dans notre pays est que le Parlement est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Bon, nous pouvons dire que nous allons y assister. Voilà. Participer à la mise en place de la deuxième chambre conformément à la Constitution, c'est ce que ses représentants sont donc venus réitérer. Pour le gouvernement, il s'est agi de recueillir les suggestions et propositions sur les modalités de désignation envisagées par les composantes en restant bien entendu fidèles à l'esprit des lois. Des modalités qui ne sont pas encore mises au point, mais qui tournent autour d'un mot, le consensus. Nous avons toujours nos modes de désignation aux différentes structures auxquelles le gouvernement nous convie. Donc nous allons mettre en application ces différents modes de désignation-là pour pouvoir désigner les personnes les plus compétentes. Mais on a donné comment on allait désigner, on verra si on trouve quelqu'un, bon, on va voir. Ça se fait dans le cadre d'une concertation entre responsables de notre institution. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Quand on va se réunir, nous verrons quelles sont les personnes aptes éventuellement à participer au nom de notre institution. La satisfaction était de mise à l'issue de la rencontre dont l'objectif était également d'apporter réponse aux questions d'information se rapportant aux réformes politiques consensuelles. Nous avons écouté les différentes composantes pour nous rassurer d'abord de leur adhésion à ce projet de Sénat. Et comme vous l'avez constaté, que ce soit les autorités coutumières et traditionnelles, que ce soit les autorités religieuses, que ce soit les syndicats, que ce soit le patronat, toutes ces composantes adhèrent à l'idée au projet de Sénat, ce qui fait plaisir bien sûr au gouvernement dont c'est le projet. Et nous avons donc tenu à leur donner aussi une date, enfin un délai dans lequel ils doivent justement se concerter afin que nous ayons un choix qui réponde au projet de décret que nous avons élaboré et qui sera introduit en conseil des ministres par le ministre de l'administration territoriale. Et ce délai souhaité est fixé au 10 août prochain au plus tard. Quant au décret portant modalité de désignation des sénateurs représentant les composantes autres que les collectivités territoriales, lui sera soumis au Conseil des ministres dans les semaines à venir.
À Bobo-Dioulasso, un accident de la circulation ayant causé la mort d'une personne a suscité un mouvement de contestation des riverains de l'avenue de l'Union européenne. Ils ont dressé des barricades sur la voie et réclamé qu'elle soit éclairée. Reportage à Hadi Sandamba. L'avenue de l'Union européenne vient de faire encore des victimes. Un mort et 2 blessés graves actuellement aux urgences. Cela s'est passé dans la nuit du 3 au 4 juillet aux environs d'1h du matin. On a décidé depuis cette heure-là de poser une barrière pour attirer au moins l'attention de la population sur les méfaits qui se fassent voilà, sur la route là. Donc c'est depuis cet instant-là qu'on a fait ça. On ne l'a pas fait parce qu'on le veut. Et juste après l'accident, les populations des secteurs 24 et 25 sont sorties pour manifester leur mécontentement. Avec une barrière, ils sont campés ici. Et depuis, aucun trafic n'est possible. Présentes sur les lieux depuis 2h du matin, les autorités locales et les forces de sécurité tentent de raisonner les manifestants. Ce n'est que vers 7h que la compréhension a fini par avoir raison de la colère. Les manifestants demandent donc d'enlever le corps et c'est chose faite. Enfin, ils décident de lever la barrière. Pour tous, on pense donc voir le bout du tunnel, mais hélas, cela ne dure qu'une dizaine de minutes et certains récidivent. Pas question de lever la barrière tant que les autorités ne promettent pas d'éclairer la voie, et ce, tout de suite. Ce sont des préoccupations qui sont connues, donc on va continuer à aller mener la réflexion pour trouver les voies et moyens afin d'y remédier. Mais d'ores et déjà, je pense qu'il y a des dispositions qui sont prises pour poser déjà des ralentisseurs. Mais quant aux autres points de préoccupation, il faut toujours continuer à réfléchir pour trouver la solution. Ainsi, les récidivistes mettent à nouveau la barrière. Du côté des autorités, les forces de sécurité, ce sont des concertations par-ci, des coups de fil par-là. On négocie encore et encore, mais en vain. Alors, la police décide d'intervenir et les manifestants menacent de brûler tous les véhicules garés au moindre coup de feu. On observe donc un repli des forces de sécurité qui ne dure pas longtemps non plus. Aux environs de 10h30, c'est le maire de la ville qui vient avec des documents en main. Un projet d'éclairage de la dite voie pour montrer aux manifestants. Et c'est vers 11h45 que le ministre Vincent Zakane arrive sur les lieux. Je voulais vous transmettre un message, mais il faut qu'on se voit dans de bonnes conditions. Ou bien on s'arrête ici, on parle, ou bien on rejoint les autres et on parle ensemble. Mais moi je suis prêt à parler 2 fois, 3 fois, 10 fois. C'est peine perdue, puisqu'il n'y a pas de leader parmi les manifestants. C'est en ce moment qu'il y a eu rupture de négociation. C'était aux environs de 12h quand nous quittions les lieux, laissant force de l'ordre des manifestants face à face. Et puis les autorités ont déploré cette situation et entamé des discussions pour lever le blocus imposé par les manifestants. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins s'exprime sur la situation. Nous avons épuisé en tout cas toutes les voies de dialogue. Si les populations veulent comprendre, nous sommes disposés à dialoguer. Nous avons fait appel même à nos partenaires de tous les jours, les autorités coutumières religieuses, qui sont des personnes influentes et qui sont venus, qui ont porté le message de paix, de tolérance. Mais néanmoins, nous avons compris qu'il y avait de la récupération, puisque les manifestants ont dressé des tentes et il y en a on a apporté à manger même aux manifestants. Et on les a ravitaillés en carburant et bien d'autres choses. Tout ça, ce n'est pas, en tout cas, des faits de nature, en tout cas, à apporter la paix dans la cité. S'il y a des préoccupations, nous en sommes conscients, nous sommes prêts à apporter les solutions. Mais la culture de la violence, la violence comme moyen d'exécution, en tout cas de tous les besoins, est une chose qu'il faut abandonner. Et je pense qu'à l'heure actuelle, tous les discours et la majeure partie des actions du gouvernement se focalisent sur la restauration du civisme. Il faut qu'on s'écoute et nous sommes prêts au dialogue et nous sommes prêts à échanger avec nos partenaires pour trouver des solutions. Mais la culture de la violence, nous disons non à cela. La violence ne va pas nous aider à construire notre pays. Donc nous avons été obligés, puisque poussés à bout,
Après avoir puisé toutes les voies de dialogue depuis 5 heures du matin, nous avons été obligés d'user de la force publique pour dégager, parce que force doit rester à la loi. S'il faut discuter, nous sommes prêts pour discuter. Mais persister dans ce qui n'est pas juste, nous ne pensons pas que c'est une voie qui soit normale. L'Institut supérieur des sciences de la population de l'Université de Ouagadougou a mené une étude intitulée « Observatoire de population de Ouagadougou ». Elle s'est intéressée aux changements sociaux, aux disparités, à la natalité et aux migrations dans 5 quartiers de la capitale. La restitution de cette étude a eu lieu ce jeudi. Des détails avec Sié Sylvestre Da. Les résultats de l'enquête de l'Observatoire des populations de Ouagadougou OPO, restitués ce jeudi 4 juillet par l'Institut supérieur des sciences de la population, concernent les questions de santé, de pauvreté et d'accès aux services sociaux de base en milieu urbain. L'Observatoire s'est intéressé à 80 000 habitants dans 3 quartiers lotis et 2 quartiers non lotis à la périphérie nord de Ouagadougou sur la période 2008-2012. L'étude rend compte de la diversité des conditions de vie, des nombreuses inégalités et des mentalités. Vous savez que les médicaments de la rue sont très utilisés à Ouagadougou. On s'est posé une question, est-ce que c'est une question de pauvreté ou c'est plutôt une question culturelle, c'est-à-dire des niveaux d'instruction? Et on s'est rendu compte que l'utilisation des médicaments de la rue à Ouagadougou n'est pas liée en fait au niveau de vie de la population. C'est lié au niveau d'éducation des gens. Nous avons des résultats en ce qui concerne la structure des causes de décès dans notre observatoire. Nous savons par exemple de quoi meurent plus les enfants. Nous savons de quoi meurent plus les adultes d'un certain âge. Nous savons de quoi meurent plus les personnes, les vieillards. Je vous donne un exemple. Les problèmes cardiovasculaires, c'est-à-dire l'infarctus comme on le dit, c'est la première cause de mortalité par exemple des adultes. D'autres résultats sont en rapport avec les questions de dépression, le statut des migrants ou encore en rapport avec les fortes de natalité. L'Observatoire projette qu'il y aura 29 millions de personnes en 2030 au Burkina, dont 11 millions dans les villes, avec un accroissement exponentiel du nombre de stadins très pauvres. L'objectif de cette restitution est de montrer que l'OPO est une plateforme de recherche et d'études au service des décideurs. C'est un défi perpétuel pour les chercheurs que nous sommes de pouvoir faire utiliser nos résultats par les décideurs. C'est un défi perpétuel parce qu'il faut trouver les formes adéquates, il faut trouver les canaux adéquats, et il faut trouver les moments appropriés pour pouvoir influencer d'une certaine manière la conception de ces politiques-là. L'OPO s'est consacré depuis 2008 à l'étude des spécificités des populations les plus pauvres grâce à un projet de recherche financé par la fondation Wellcome Trust. Il entend multiplier et diversifier ses recherches et ses interventions au fil des années. Le sommet international de la chaire UNESCO Burkina s'est ouvert ce matin. Il devrait déboucher sur un programme de formation en genre au sein de l'Université de Ouagadougou. L'enjeu de ce programme initié par le gouvernement burkinabé est de mieux positionner la femme sur les chantiers de développement durable du Burkina Faso. Reportage Abdelaziz Yagibou. Créée en 2010 et validée par l'UNESCO en janvier dernier, la chaire Femmes, Genre, Sciences et Développement Durable vise à promouvoir le genre au Burkina par le biais de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette structure qu'abrite l'Université de Ouagadougou voit désormais ses activités officiellement lancées. La chaire a pour mission au niveau des universités et centres et instituts supérieurs de recherche de fédérer toutes les actions visant à améliorer la condition de la femme dans l'enseignement supérieur, dans la recherche et à apporter sa contribution dans cet objectif d'intégration des femmes dans les processus de développement, la SCAD au niveau national. À travers ce sommet de Ouagadougou, il s'agit pour ces universitaires, chercheurs et autres acteurs du genre venus d'horizons divers de mettre en branle leurs facultés cognitives en vue de valider le programme de formation proposé par le projet de la chaire UNESCO Burkina. Le thème de ce jour vise à mettre en place une formation à même d'outiller les acteurs du genre à avoir une méthodologie, des outils de recherche adaptés, localement adaptés, internationalement adaptés. Des travaux de cette rencontre internationale, le gouvernement burkinabé attend beaucoup pour faire bouger les lignes dans sa quête d'une société nouvelle dans laquelle les rapports sociaux du genre sont fondés sur l'équité,
la justice et l'égalité. Le gouvernement attend qu'il puisse effectivement décider de la mise en place de ce diplôme-là, qui va être un des premiers diplômes, en tout cas dans l'espace francophone. Parce que ce type de diplôme, il faut le faire dans un premier temps avec le partenariat très actif de l'extérieur. C'est ainsi que, en tout cas, le sommet a été voulu sommet international. Mention spéciale a été faite ici à la marraine de la chaire, Chantal Compaoré, dont la contribution a été d'une grande utilité à l'aboutissement du projet. Ils ont la charge de la gestion des finances des établissements publics de l'État. Les comptables de ces structures étatiques veulent une plus grande traçabilité de leurs opérations. Réunis à la faveur de leur 14e conférence annuelle, ils vont renforcer leurs connaissances afin de mieux répondre aux ambitions du gouvernement dans le cadre de la SCAD. Reportage Yolande Lompo. Cadre de concertation et d'échange d'expériences sur des problématiques communes, cette 14e rencontre annuelle réunit agents comptables et représentants des structures de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, accompagnant les établissements publics de l'État dans l'accomplissement de leurs missions. Les obligations de la tutelle et les irrégularités constatées lors des contrôles dues à la non-maîtrise de certains aspects sont entre autres les communications qui seront exposées au cours de ces 72 heures. Le troisième volet, c'est les relations bancaires. Vous savez que le Trésor, quoi qu'on dise quelque part, a une agence, l'agence comptable centrale du Trésor, qui joue un peu le rôle de banque. Et donc les agents comptables sont en relation avec cette agence-là, voilà, échanger aussi sur les problèmes qu'ils ont ensemble pour qu'on puisse trouver les solutions. Et le quatrième volet, comme on le disait tantôt, c'est vraiment le thème fondamental. Montrer les biens fondés de la comptabilité en partie double. Voilà, au lieu de rester dans une comptabilité à partie simple qui ne nous donne pas l'ensemble des informations dont on a besoin. Et dans le but d'assainir davantage la gestion des 10 établissements, les travaux de cette 14e conférence annuelle dont le thème est la comptabilité à partie double, gage de la qualité de l'information comptable dans les EPE, seront sanctionnés par des résolutions et des recommandations. Environ 200 candidats prennent part au brevet de qualification professionnelle. Lancé pour la première fois, ce nouveau diplôme se veut une unité de mesure des compétences professionnelles pour une main-d'œuvre plus qualifiée. Des détails avec Nathalie Savadoko. Pour la première fois, 199 candidats sont en quête du diplôme de brevet de qualification professionnelle BQP session 2013. Instauré par le ministère en charge de la formation professionnelle à travers le secrétariat permanent de la Commission nationale de la certification, ce système de contrôle des compétences professionnelles va permettre d'authentifier les candidats aptes à exercer leur métier. La particularité de ce titre, c'est que c'est la première fois que nous l'organisons. Et de deux, il faut se dire que c'est des compétences que nous certifions. Ce n'est pas les connaissances théoriques qui comptent, mais c'est les connaissances pratiques. Ça, c'est ceux qui vont être admis. On peut dire que c'est des produits finis, prêts à être en tout cas utilisés sur le terrain. Cette première session a connu l'ouverture de 5 métiers. L'électricité bâtiment, maintenance automobile, construction bâtiment, conception et réalisation de meubles en bois et construction métallique. Et le ministère de la Jeunesse et de la Formation professionnelle n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut dire qu'il y a des mesures d'accompagnement parce que le gouvernement du Burkina Faso a pris à bras le corps la question de l'insertion socio-professionnelle de l'ensemble de la jeunesse du Burkina ayant donc des compétences. Et à ce titre, il y a un certain nombre de programmes qui ont été mis en place. Nous avons donc le programme de formation au métier par exemple. Nous avons le programme spécial de création d'emplois. Nous avons un certain nombre de fonds de financement des initiatives de projets jeunes. La durée de la formation après obtention du précieux sésame est de 3 ans. Le représentant du ministre a lancé un appel à l'endroit du patronat pour qu'il intègre dans leur dispositif de recrutement les jeunes disposant de ces titres de qualification professionnelle.
La télévision nationale du Burkina commémore cette année son jubilé d'or. Un comité d'organisation a été mis en place pour coordonner la vingtaine d'activités prévues à cette occasion. Dans la foulée, le nouveau directeur général des médias a aussi été officiellement installé, Jacques Lamissa Tarpaga. 50 ans, un événement majeur que les responsables de ce média d'État, créé en 1963, entendent célébrer en imprimant une nouvelle vision. Et ce comité d'organisation installé ce jeudi devra mettre les petits plats dans les grands pour un cinquantenaire réussi. Un demi-siècle, c'est un moment d'évaluation de 50 années de parcours. C'est un moment d'introspection, c'est un moment de communion. Un jubilé d'or, c'est symbolique dans la vie d'une structure et dans la vie d'un homme tout court. Et en ce moment, pour nous, à la RTB, c'est d'essayer de voir comment nous pouvons davantage nous rapprocher des attentes citoyennes. Les 50 ans de la télévision nationale sont célébrés sous le patronage du président du Faso et il est prévu une vingtaine d'activités. À l'occasion de ce cinquantenaire, la télévision nationale va s'exposer, j'allais dire, au regard de son public. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a été initié un sondage d'opinion pour recueillir les attentes des téléspectateurs quant à nos contenus, mais aussi pour évaluer un peu le capital de sympathie que le public a vis-à-vis de la télévision nationale. Cela permettra d'élaborer une nouvelle grille de programme qui puisse correspondre tout justement aux attentes des populations. Ce jeudi au ministère de la Communication, il y avait aussi l'installation du tout nouveau directeur général des médias, une direction générale qui vient en remplacement de l'ancienne direction du développement des médias. La création de la direction générale des médias répondait à un besoin au niveau du ministère de la Communication de revoir le fonctionnement et l'existence même des médias dans leur globalité, que ce soit public ou privé, parce que vous savez très bien qu'il y a un boom des médias ces derniers temps. Beaucoup de publications sont créées, des radios, des télés, publics comme privés, communautaires comme professionnels, mais le paysage législatif n'a pas suivi l'évolution des médias. Ce qui fait qu'il y a des difficultés dans leur fonctionnement quotidien, il y a des difficultés dans l'organisation pratique de leurs activités et il y a la question du niveau même des acteurs de ces médias. René Ouedraogo remplace ainsi Regina Ouattara, appelée à occuper le poste de directrice de la communication et de la sensibilisation au secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères, une commission rattachée au Premier ministère. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.